Vous êtes sur le rendez-vous de l'information, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce JT Soir. Sur nos antennes, hier, une émission spéciale a été consacrée aux différentes observations faites par la Commission électorale nationale autonome aux 8 partis politiques ayant déposé leur dossier de candidature dans le cadre des législatives de janvier 2023. Des responsables des partis et analystes politiques ont été invités à se prononcer sur cette actualité. Nous vous proposons le compte-rendu de cette émission spéciale. C'est un plateau spécialement dédié aux observations relevées par la Sénat aux partis politiques. Pour le compte des législatives du 8 janvier 2023, des partis politiques peuvent ne pas entrer en possession de leur récépissé définitif si ces derniers ne procèdent pas dans le délai de 72 heures aux différentes corrections afin de régulariser leur dossier. Visiblement, de telles insuffisances sont constatées à chaque veille des élections. Une question, pourquoi les partis politiques désireux de prendre part aux élections sont confrontés à ces difficultés? Si de temps en temps, vous les médias, vous pouvez nous faire revivre la première législature, 1991, ça va faire tellement du bien aux jeunes. Il y a eu beaucoup de qualités. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à partir de 1995, on ait commencé à... Ceux qui ont injecté l'argent dans le milieu politique, certains sont encore là, hein, ont 80 ans, ont 81 ans, etc. On ne va pas les dénoncer aujourd'hui parce qu'on respecte leur âge. Mais c'était la honte. Okay? Et il faut progressivement corriger tout ça. Autre difficulté, vous savez, c'est lié aux nouveautés. Le simple fait qu'on ait dit que les certificats de résidence doivent être signés par le maire ou l'un de ses adjoints directs, donc ni les CA, ni les chefs de quartier, de village, alors que pendant des décennies, c'est les autres qui le faisaient, eh bien, il a fallu s'adapter. Ça fait que dans le processus, on a eu des certificats de résidence qui sont venus. Après, on a dit, il ne faut pas le faire. C'est vrai, moi je souhaite personnellement que tout le monde puisse avoir son quitus pour que nous ayons une élection où tous ceux qui désirent participer puissent être présents dans la course. Mais, à tout corps défendant, si la Sénat ne trouve pas, qu'est-ce que la Sénat fait? La Sénat va rejeter la liste. Donc, je pense que là, les partis politiques ont manqué un peu de tact pour ne pas aller dans ce sens. Pour Julio Tomiti, l'institution en charge des élections s'est référée aux dispositions de l'article 41 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Alors, le Sénat fait deux natures d'études. La première, c'est de s'assurer que toutes les pièces sont nécessaires, sont jointes. Et ensuite, la validité de chacune de ces pièces, notamment les pièces administratives, quelle autorité doit signer. On dit le quitus fiscal. Est-ce qu'il n'y a pas de quitus fiscal qu'une autre autorité, que le DG et les impôts auraient signé? Est-ce que, je pense même, la Sénat doit avoir même des mécanismes pour contrôler la validité au-delà des questions de signature des quitus fiscaux, parce qu'aujourd'hui, nous avons les codes QR qui sont sur les toits. Donc, un certain nombre de mécanismes pour la Sénat pour s'assurer en fait de la fiabilité des pièces de candidature qui ont été déposées à son niveau. Le plus dur est déjà fait, ont de façon unanime affirmé les représentants des partis politiques présents. Allons maintenant à la Sénat, invités à corriger ou à compléter leur dossier de candidature en l'espace de 72 heures. Certaines formations politiques commencent déjà à se conformer. C'est le cas ce vendredi 11 novembre de l'Union progressiste Le Renouveau et de Moël Bénin. Les responsables de ces deux formations ont apporté les pièces manquantes à leur dossier. C'est ce que nous disent Mathieu Bocor et Edouard Kako. Voici l'image que présente la Commission électorale nationale autonome au lendemain des observations notifiées sur les dossiers des partis politiques. L'ambiance est relativement calme. Ce vendredi 11 novembre 2022, pas d'affluence des formations politiques ayant reçu des notifications concernant le dossier de candidature. Il faut attendre 10h30 pour constater l'arrivée d'un véhicule. À l'intérieur, Christelle Rondonoubo, la directrice de l'administration du parti Union progressiste Le Renouveau. Dans ses mains, des compléments de dossier demandés par la Sénat. Elle se dirige vers le secrétariat de l'institution en charge des élections pour procéder aux différentes corrections.
Ce matin, nous sommes venus pour la dernière ligne droite en ce qui concerne bien entendu la complétude donc des dossiers de l'Union progressiste, le renouveau. Tout est bien, qui finit bien. Nous attendons donc les heures à venir que la Sénat puisse nous décerner le sésame qui permettent à l'Union progressiste de revenir donc à la Sénat pour certainement les prochaines différentes phases, à savoir le tirage au sort en ce qui concerne les positions, ci et ça. Et cela engage complètement donc l'Union progressiste dans les préparatifs et la participation donc du parti aux élections législatives. C'est déjà une satisfaction à mi-parcours. Et en tant que mandataire du parti, je me réjouis déjà du travail qui a été fait par l'administration de l'Union progressiste avec le fort soutien de certaines personnalités qui sont restées autour pour que nous puissions avoir la complétude donc, de nos dossiers. Nous resterons toujours mobilisés au niveau de l'administration. Le parti restera mobilisé, les instances resteront mobilisées pour la suite donc, du processus électoral que nous voulons heureux pour chacun, pour chaque parti politique et notamment pour l'Union progressiste, le renouveau. L'autre parti venu pour procéder aux corrections de ces dossiers, le MOEL Bénin, le président du dit parti accompagné de quelques membres a apporté le complément de leur dossier dans cette mallette hermétiquement fermée. La délégation est conduite dans la salle de monitoring pour l'examen des 10 documents. L'étude des dossiers a duré près d'1 heure. À la sortie, Jacques Ayadji, président de MOEL Bénin, se confie. Déjà, le 2 novembre, nous avions reçu un document qui, bien qu'il n'étant pas allé dans le fond, a relevé quelques manquements. Et donc, la préparation qui a eu lieu avant même la notification d'hier a fait que ce vendredi, nous sommes prêts, nous sommes venus à la Sénat à remettre les pièces manquantes. Nous avons eu à comparaître devant un comité de vérification, dossier par dossier et pièce par pièce. Et puis je peux vous rassurer que nous repartons sans tâche parce que nos documents ont été reçus conformes à ce que la Sénat nous a demandé. Donc il n'y a pas de raison que MOEL Bénin ne soit pas présent aux élections du 8 janvier 2023. Le récépissé définitif est garanti. Est garanti au vu de ce que nous avons fait maintenant et au vu donc du cachet que nous avons reçu sur notre lettre de transmission, cachet avec la mention reçue conforme. Donc nous serons de la partie, nous serons parmi les partis qui vont recevoir le précieux sésame de récépissé définitif et le combat va continuer sur le terrain dans la campagne électorale et on verra ce que le peuple va décider. Et pendant que ces responsables de partis politiques s'attelaient à compléter leur dossier de candidature, ceux du bloc républicain étaient à la Sénat pour le retrait de leur récépissé définitif. En effet, leur dossier a été validé par l'institution en charge des élections après avoir statué sur la validité des candidatures. Témoins de cette cérémonie de réception, Mathieu Bokor et Edouard Capot. Sur les 8 partis politiques ayant déposé leur dossier de candidature, le parti Bloc républicain est le seul parti qui n'a pas reçu d'observation d'irrégularité. Sakalafia, président de la Sénat. Il faut le dire, vous avez fait un dossier impeccable. Merci. Et on souhaiterait que tous les autres partis du Bénin, à l'occasion de ces élections, nous présentent des dossiers comme le vôtre. On vous félicite et on vous remet de façon officielle votre récépissé définitif. Et vous êtes le premier à en recevoir des gens et on espère que les autres partis suivront. Merci Monsieur le Président. Et félicitations. Émus de recevoir ce sésame précieux, les représentants du parti Cheval Gagnant, Martel. Le président de la Sénat a insisté sur le fait que le Bloc républicain est le premier parti à avoir déposé avec aucune faute son dossier. Et nous avons poursuivi à sa suite en disant que nous souhaiterons qu'au soir du 8 janvier 2023, ils puissent redire les mêmes mots à notre endroit en proclamant le BR
premier parti sur l'échiquier national. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter à nouveau le leadership du secrétaire général national du parti, de tous les responsables des instances dirigeantes du parti, le bureau politique, le bureau exécutif national, et de toute l'équipe technique que j'ai l'honneur de coordonner, et tous ceux-là qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous en arrivons à ce résultat. Et dire par la même occasion que si le président de la Sénat va nous proclamer premier parti national le 8 janvier 2023, cela ne tient qu'à nous. Cela ne tient qu'à nous. Les petites frustrations, les petits ressentiments après les positionnements ne doivent pas prendre le pas sur l'esprit partisan. Vraiment, c'est une joie immense. Ce que je voudrais dire tout simplement, que la victoire aime l'effort. Et la meilleure victoire est celle qui se conquiert dans la discipline. Nous avons été disciplinés, rigoureux, et c'est le résultat. Il n'y a pas eu de solution miracle. Je ne sais pas, je peux me tromper, mais depuis l'histoire de la Sénat, on n'a jamais eu de tels résultats. Faut-il le préciser, les autres partis à qui les observations ont été faites par la Sénat sont toujours attendus pour procéder aux différentes corrections dans un délai de 72 heures ouvrables à compter de la date de notification. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai que la Sénat pourra citer des partis politiques à même de compétir le 8 janvier prochain. Voilà, encore quelques jours pour que les partis politiques prenant part aux prochains jours de l'étoile soient connus. Et puis, sur près d'une quinzaine de formations politiques reconnues par le ministère de l'Intérieur, 8 ont manifesté leur désir de prendre part au scrutin du 8 janvier 2023. Les autres se sont abstenus pour diverses raisons. Question, pourquoi donc vont-ils apporter leur soutien aux formations qui seront en retenue? Que pensent-ils faire après? Nous nous sommes rapprochés des responsables des partis concernés pour prendre leurs avis. Voici le fruit de notre sortie. Quelques jours après le dépôt des dossiers de candidature des partis politiques pour le compte des législatives de janvier 2023, un tour dans les états-majors des partis politiques n'ayant pas déposé leur dossier. Toute tentative pour rencontrer les responsables des partis, restaurer la confiance, Force Corée pour un développement du Bénin, Parti pour la flamme renouvelée et le parti Restaurer l'espoir sont restés vaines. Le président du parti Restaurer la confiance, Irénée Agossa, reçu par nos confrères de l'ORTB, confie. Il faut comprendre que nous sommes à la fin d'un cycle institutionnel, comme en 2016. Ça veut dire qu'il y aura une mutation politique, donc il y aura une refondation de la classe politique. Donc nous voulons pour l'Assemblée nationale que cette mutation politique se déroule au niveau de l'opposition. C'est-à-dire que nous ayons le centre de gravité de cette mutation politique qui soit au niveau de l'opposition. En réalité, nous voulons un Parlement qui soit dirigé par l'opposition. Donc nous voulons un Parlement où il doit y avoir une majorité de l'opposition au Parlement et contrôler le perchoir. Salle de réunion vide, un silence assourdissant. L'ambiance qui règne au siège du parti de l'opposition, Grande Solidarité Républicaine, GSR. Son président énumère les raisons qui sous-tendent le non-dépôt des dossiers pour le compte des législatives prochaines. Le 30 juin passé, le GSR a réuni son conseil national pour apprécier l'évolution de la situation politique nationale afin d'en déduire si elle est favorable ou non à la présentation d'une liste aux élections qui s'annoncent. Le GSR, le Conseil national, a constaté justement que les conditions n'étaient pas réunies. Elle a demandé cependant à son président de préparer une liste et de lui rendre compte, de lui faire un rapport au 30 septembre pour décision à prendre.
Le rapport a été effectivement déposé et est défavorable à une telle chose, défavorable à la candidature du parti à ces élections, compte tenu du manque de transparence que nous vivons. Mais entre-temps, il faut dire aussi que le Parti Grande Solidarité Républicaine GSR que je dirige est membre d'un groupe de partis régulièrement enregistrés et de personnalités politiques dénommé Front pour la restauration de la démocratie. Et lorsque nous avons discuté au sein du Front, nous avons estimé que tous les partis du Front doivent s'abstenir et avons désigné seulement le parti Les Démocrates pour aller tester la bonne foi du président Patrice Talon. À la question de savoir quel serait le comportement de son parti vis-à-vis des autres de l'opposition qui ont pu déposer leur dossier, Antoine Guédou répond. Je crois que c'est trop tôt d'en parler. Le processus de sélection des candidatures, des listes de candidatures n'est pas terminé. Nous aviserons le moment venu. Mais je peux vous dire déjà que nous avons des inquiétudes. Pour finir, le président du GSR en appelle au sens de responsabilité des organisateurs des élections législatives ainsi qu'au chef de l'État pour une élection pacifique. On ferme le chapitre politique pour ouvrir un autre à présent. La réunion des ministres en charge de l'économie numérique des pays de l'Union économique monétaire ouest-africaine sur les projets de tests communautaires et sur le programme régional de développement numérique s'est tenue à Cotonou ce vendredi 11 novembre 2022. Outre les ministres de l'économie numérique des pays de cet espace, elle a regroupé plusieurs experts internationaux de la digitalisation qui participent chacun au développement du secteur. Le compte rendu porte la signature de Moucharaf Soumanou et Isaac Mongbo. Le cheminement vers la destination 100% espace UEMOA digitalisé vient de prendre son envol par cette réunion des ministres chargés de l'économie numérique des 8 pays de l'UEMOA. Ce conclave international, dont les travaux sont orientés principalement sur l'étude des projets de texte communautaires ainsi que sur le programme de développement de l'économie numérique, est pourvu d'un intérêt spécifique. Cette réunion de haut niveau revêt un intérêt particulier car il s'agit du développement du numérique, secteur en nette progression dans notre espace communautaire et qui vise un large accès des populations à des services de télécommunications et des TIC de bonne qualité et à des coûts accessibles. Les gouvernements de nos États accordent une grande importance à la question du développement du numérique et cette question a besoin de véritables solutions. À cette ère où tous nos États ont amorcé le processus de transformation digitale de leur économie. Présente à ce rendez-vous en qualité de présidente de la réunion des ministres de l'économie numérique, la première responsable du secteur numérique béninois n'a pas manqué de dire la joie du gouvernement béninois d'accueillir cet événement. Elle a également profité pour rappeler la cible au nom de laquelle il est important que cette réunion aboutisse à de bonnes résolutions. Je voudrais vraiment dire toute ma joie au nom du gouvernement d'accueillir ce matin cette réunion des ministres de l'économie numérique de l'UEMOA autour de questions essentielles que le commissaire vient de citer, notamment le programme de développement de l'économie numérique dans la région UEMOA. Nous travaillons pour nos populations, nous sommes dans cette digitalisation pour le bien-être de nos communautés, pour le bien-être des femmes et des hommes dans nos pays. Et c'est important donc que nous puissions avoir cela également en tête dans la prise de ces différents textes, de ces différents programmes. Parce que cela reste, et mes homologues ne me diront pas le contraire puisqu'ils y sont aussi soumis, cela reste en fait l'objectif numéro 1 qui est donc de satisfaire par le biais de ces services numériques les populations de nos différents pays.
Cette réunion à laquelle prend part les détenteurs des portefeuilles ministériels de l'économie numérique des 8 pays de l'UEMOA expose efficacement la volonté des responsables de la sous-région en charge de ce secteur d'évoluer au rythme de la mondialisation. De l'autre côté, des acteurs du secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et autres étaient en atelier. Les travaux sont tassés par ailleurs sur la présentation des résultats et la clôture de l'étude sur l'évaluation des potentialités fourragères. Objectif, faire face aux besoins en ressources pastorales des ruminants. Le point des activités avec Modeste Dosutogbe et Estelle Vichoido. Réaliser une cartographie complète des ressources alimentaires pour le bétail en fonction des zones agroécologiques et des pôles de développement agricole. Tel se présente l'objectif de l'étude sur l'évaluation des potentialités fourragères au Bénin. Cette étude est à sa phase de présentation des résultats et les données permettront de partager les expériences en matière d'évaluation des ressources fourragères et doter les pays côtiers des outils et approches standards. Le Bénin va donc poser, à travers cette étude, un pas décisif dans sa marche vers une meilleure gouvernance et une gestion plus rationnelle de ces ressources pastorales relevant du pâturage naturel. C'est le lieu aujourd'hui d'amener ces acteurs de l'élevage à s'intéresser à cette transformation pour mieux gérer ce que la nature nous a donné et ce que nous-mêmes on a produit. Le conseil à la gestion de ces exploitations est important et obligatoire aujourd'hui. De plus en plus, nous mettons de l'accent pour renforcer les capacités de production au niveau de cette branche de l'économie nationale. Systématiser les vaccinations, assurer une couverture sanitaire, faciliter l'accès à l'aliment, aux compléments alimentaires et les conseils agricoles pour pouvoir gérer ces pans de l'économie. C'est pourquoi, sans hésiter, le chef de l'État et le gouvernement du président Patrice Talon a dit non à la transhumance internationale jusqu'à nouvel ordre. L'Union économique monétaire ouest-africaine accompagne la mise en œuvre du projet dans les pays côtiers tels que le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire avec un appui financier de 100 millions de francs CFA par pays pour la recherche durable des solutions contre les crises pastorales récurrentes qui affectent la productivité du bétail dans la sous-région ouest-africaine en général. L'évaluation des potentialités fourragères devrait permettre aux États concernés, en l'occurrence au Bénin, de disposer d'informations précises et des données fiables pour suivre l'évolution du potentiel fourrager, maîtriser la capacité de charge pastorale et envisager des mesures conservatoires pour réduire les conflits liés à l'accès aux ressources naturelles pendant la transhumance et les mouvements d'animaux dans les pays côtiers. Cette étude intervient dans un contexte où le Bénin a fait le choix de la sédentarisation des élevages de ruminants. Les acteurs sont donc invités à la suite de ces 4 jours d'études à plus de détermination et d'engagement afin d'aboutir à des solutions durables. La collaboration avec les acteurs est devenue une chose réelle et nous avons vu quand c'est devenu réel, ça a commencé par donner des fruits. Et nous pensons que ces fruits, nous tous, nous allons les cueillir et manger et être fiers d'être béninois. On reste toujours au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, mais cette fois-ci au niveau décentralisé. Démarrage depuis le mercredi 9 novembre 2022 de la campagne de vaccination des chiens à Parakou. C'est une initiative de la Direction départementale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Borgou. L'objectif est de faire vacciner tous les chiens afin de lutter contre la rage qui sévit dans la partie septentrionale. Reportage Adam Ouamandi et Boris Arissou. Les morsures d'animaux par les chiens errants et l'enregistrement de quelques décès liés à la morsure des chiens, c'est ce qui explique le lancement de la campagne de vaccination des chiens errants dans la ville de Parakou à la Direction départementale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à travers sa clinique vétérinaire ce mercredi 9 novembre 2022. Cette année, nous avions constaté qu'il y a eu des cas de morsures de chiens, notamment les chiens errants dans la ville de Parakou. La direction de l'élevage, avec le MAEP, a mis maintenant à notre disposition des vaccins
vaccins antirabiques pour pouvoir vacciner les chiens. Et ça, vraiment, c'est une aubaine. Parce qu'aujourd'hui, déjà, même, la vaccination commence. Premier jour de la vaccination des chiens à Parakou, à la direction de la clinique vétérinaire, pas d'engouement. Qu'est-ce qui explique cette campagne de vaccination? Madame Akbo Ghislaine, chargée de la clinique vétérinaire de Parakou, nous donne plus de précisions. Nous avons reçu un monsieur âgé de 45 ans qui avait déjà commencé par développer les signes cliniques. Il avait déjà commencé par aboyer et quand on lui présente de l'eau, il rejette l'eau. Il avait déjà commencé à faire de l'hydrophobie. Et après ce dernier, on a reçu également un petit de 2 ans et demi par là qui a également présenté les mêmes signes et qui les a coûté la vie. Le pire pouvait être évité si ces victimes se présentaient tôt au moment de la morsure. C'est après 1 mois qu'ils se sont présentés. Si c'était dès le premier jour de la morsure, parce que c'était des chiens errants, des chiens dont on ne maîtrisait pas les propriétaires. Systématiquement, on les mettait sous traitement antirabique et il n'y aura pas de problème. Mais une fois la maladie déclenchée, elle est mortelle. C'est une maladie irréversible. Ça n'a pas un traitement. Pour protéger la population et des animaux, les propriétaires des chiens sont invités à faire vacciner leurs animaux. La vaccination même est gratuite. C'est sans aucun franc. Il n'y a pas de frais à payer pour la vaccination. C'est seulement le déparasitage à 500 francs et le carnet à 500 pour ceux qui n'ont pas de carnet. Mais ceux qui ont de carnet n'ont rien à payer. Ils ont à payer seulement les frais de déparasitage. Et le déparasitage est obligatoire. Il faut rappeler que la vaccination n'a pas été lancée sur le plan national. C'est parce qu'à Parakou, nous avons un cas spécifique que le MAEP, à travers la direction de l'élevage, a permis à la clinique vétérinaire de Parakou de dénoncer pour le moment cette vaccination. Pour mieux protéger la population, les propriétaires des chiens errants sont invités à vacciner leurs animaux, car après ce délai de campagne de vaccination et de sensibilisation, passera la phase répressive. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette aventure informative. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de ces différentes éditions que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Si vous l'avez raté, vous pouvez la retrouver sur l'ensemble de notre plateforme digitale, notre site internet www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube eTélé-Bénin, notre page Facebook eTélé Bénin, notre compte Twitter eTélé en live et via notre application iOS ou Android eTélé Bénin. Tout simplement, mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer une très bonne soirée en compagnie de nos programmes.